Censure des livres aux États-Unis. Peut-on craindre la même chose en France? Il y a des milliers de livres qui sont censurés. Non, mais vous allez voir les livres qui sont censurés. C'est hallucinant. On va en parler dans un tout petit instant. Ils sont censurés dans les établissements scolaires et les bibliothèques publiques et ça fait énormément réagir. Jusqu'à 1 500 € d'amende pour un oubli de bagages. On parle de la SNCF. Trouvez-vous cette proposition scandaleuse? Il s'agit d'un amendement à la loi sur la sécurité dans les transports qui a été examiné à l'Assemblée nationale. 1 500 € d'amende pour un bagage oublié. Et puis, autre sujet dont nous avons choisi de parler aujourd'hui, un célèbre service de VTC qui lance une option qui garantit que votre chauffeur sera une conductrice. Ça parle aux femmes, comprenez-vous la démarche? On en parlera dans la troisième partie de l'émission. Et là aussi, ça s'annonce animé, n'est-ce pas? Ah bah oui. Que des sujets qui me passionnent. Mais oui, je sais. Ils me mettent en colère. Bon, pourquoi ils n'ont pas mis une photo de Michel Sapin là-dessus? Oh, très drôle. Alors, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Vous vous surpassez aujourd'hui, Yann. Avec des pellicules pour faire la neige. Oh, entre chauves, la pellicule. Oh. Bon, allez, on commence avec le premier sujet. De plus en plus de livres sont censurés aux États-Unis et retirés des bibliothèques scolaires et publiques. Ça se passe notamment en Californie. Il y a une situation absurde dont s'est inspiré l'auteur Marc Lévy dans son dernier ouvrage. Ils en ont parlé sur BFM TV. On va regarder cette vidéo et on va en discuter juste après. Je peux vous dire qu'Éric et Yann sont chauds bouillants. Ah oui, bien sûr. Deux romans mondialement connus qui ont été adaptés en film et en série, qui ont été interdits en Floride. Millennium de Stieg Larsson et Game of Thrones de George R.R. Martin. On ne les trouvera plus en fait dans les bibliothèques scolaires. Ça vous paraît absurde, je le vois à votre regard, mais c'est bien normal. Il y a plus de 4000 bouquins qui ont été interdits. Il y a des livres cultes. Des souris et des hommes, c'est interdit. Des souris et des hommes, pourquoi? Parce que c'est le niveau de langue et la représentation notamment de l'euthanasie. Anne Frank, interdit pour contenu violent. Il y a 1984 de George Orwell. Il y a toujours un bon prétexte pour interdire ces bouquins. C'est-à-dire que les étudiants n'ont pas les droits de les emprunter, par exemple. On ne peut pas en discuter à l'école, on ne peut pas en discuter dans les facs. Voilà. Voilà ce qui se passe aux États-Unis. Censure des livres. Peut-on craindre la même chose en France? Nous nous sommes concertés. Nous avons décidé, nous avons voté. Moi, je crois qu'on est tous les trois d'accord. Ah, mais moi, je n'en revenais pas. Quand j'ai vu ce sujet, je vous jure que je n'en revenais pas. Le journal d'Anne Frank, des souris et des hommes. Éric. Non, mais moi, j'ai répondu oui. J'aurais pu répondre non, parce que cette censure existe déjà en France. La censure envers les livres s'exerce de toutes les manières en France. Vous avez au sein des maisons d'édition une jeune génération qui arrive au pouvoir et qui fait pression sur sa direction pour ne pas éditer tel ou tel manuscrit. Et la direction se couche. Alors évidemment, ça arrivait aux États-Unis. Vous avez vu les mémoires de Woody Allen. C'était les plus jeunes éditeurs qui s'étaient opposés à leur éditeur qui voulait éditer les mémoires de Woody Allen, qui, soit dit en passant, n'est coupable de rien et qui n'est même accusé de rien. Mais tant pis, il était cancellé. Vous avez un cas plus récent qui est l'interdiction de la publicité pour un livre de Jordan Bardella dans les gares françaises. Autre cas de censure. Et vous avez maintenant un collectif de libraires, ils sont pas loin de 100, je crois, qui ont décidé de ne pas vendre les bouquins avec lesquels ils n'étaient pas d'accord idéologiquement. Et je peux vous dire que ça couvre un spectre extrêmement large. Mais ce n'est pas le plus grave. C'est que cette censure, c'est déjà un problème. Mais le vrai problème qui va arriver, c'est l'autocensure. C'est-à-dire que les écrivains s'autocensureront pour ne pas tomber sous le coup de la censure. Ils auront comme un réflexe de ne pas aborder certains thèmes et certains sujets. Alors évidemment, on n'en est pas au point du délire américain, parce que pour interdire le journal d'Anne Frank, qui a été un classique qu'on a lu dans toutes nos enfances, il faut vraiment atteindre un point de vue, plutôt un niveau de délire idéologique, mais je pense que la France n'a pas grand-chose à envier aux États-Unis, malheureusement. Alors attention Pascal, il faut bien voir qui demande l'interdiction. Il y a deux courants antagonistes qui demandent à ce que les livres soient interdits, comme par hasard, deux courants antagonistes qui se retrouvent sur l'essentiel, c'est-à-dire la culture. D'un côté, les wokistes, qui veulent qu'il n'y ait plus de dix petits nègres, mais qu'il soit simplement 10 et on enlève le mot de nègre comme s'il n'avait jamais existé, alors qu'il fait partie, qu'on le veuille ou non, de l'histoire humaine, ce mot qu'on peut ensuite critiquer, mais il en a fait partie à un moment donné. Autre chose, il y a les ultra-conservateurs qui, eux aussi, demandent l'abrogation d'un certain nombre de phrases, de livres, de chapitres dans certains ouvrages, parce que c'est trop violent, c'est contraire à la Bible, etc. Donc c'est deux courants opposés qui arrivent aux mêmes conclusions dans les bibliothèques.
ce qui est très intéressant, c'est que 1984, qui contient précisément les abus à venir et qui les avait vus dès 1948, ce livre, comme par hasard, est interdit. En fait, comme si l'avenir qui nous était décrit dans ce livre était aujourd'hui voué aux gémonies. Mais ce qui est plus important, comme l'a dit Eric, c'est l'autocensure. On sent par exemple... Est-ce que vous, quand vous écrivez, mais je voudrais vous êtes des écrivains, vous vous sentez autocensuré? Non mais attendez, je termine parce que c'est un truc très important. Eric parle d'autocensure et il y a un écrivaillon qui, il y a quelques années, 2-3 ans, avait, pour avoir le prix Goncourt qu'il n'a pas eu, demandé à des gens habitant, si je me souviens bien, la Guadeloupe, s'ils n'étaient pas vexés, blessés, outragés par tel ou tel chapitre et paragraphe de son livre. Donc il avait demandé à une spécialiste de l'esclavage s'il avait le droit d'utiliser tel ou tel mot. C'était revenu avec lu et approuvé, à 2-3 exceptions précorrigées, et il a pu donc mettre son livre dans le circuit. J'appelle ça non seulement la mort de la culture, la victoire de la crétinerie, et surtout la revanche des pleutres sur les courageux. Car jusqu'à ce que j'arrive en 2024, en tant qu'écrivain, j'avais toujours considéré qu'être écrivain, c'était être acharné contre la bêtise et surtout incarner une sorte de courage intellectuel. Aujourd'hui, la littérature est aux mains des pleutres. Bon. Vous avez raison, et c'est vrai que c'est extrêmement inquiétant, mais vous, en tant qu'écrivain, vous êtes des écrivains. Est-ce que vous vous auto-censurez? Est-ce que vous vous posez la question, quand vous écrivez un livre, est-ce que ça va passer ou pas, comme le raconte Yann? Eric et Yann, je voudrais vous entendre. L'autocensure, non. C'est pas que je me pose la question, mais il y a des choses que j'écris, et en les écrivant, il y a comme une petite lumière rouge qui s'allume, en disant « Ah, ça va poser problème ». Pour l'instant... J'espère que ça va durer. Bon, remarquez, j'ai plus grand-chose à perdre. Hein. Comme je suis blacklisté un peu partout, il n'y a pas trop de problèmes. Mais, non, pas ici. Non, vous êtes là tous les soirs à la télévision. J'ai pas dit partout. Ouais. J'ai dit un peu partout. Mais enfin, sorti de ce studio, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de lieux où je suis le bienvenu, alors que je ne suis pas tout à fait intégré cette autocensure. C'est pour ça que les livres sont de plus en plus insipides. Yann. J'ai fait, il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans, une conférence dans une librairie où des féministes sont venus me jeter mes ouvrages à la figure, notamment un qui s'appelait Partous, qui était sorti en 2002. J'avais imaginé un personnage, donc je m'étais mis dans la peau de ce personnage qui parlait à la première personne du singulier, c'était Mohamed Atta, le terroriste du 11 septembre, et donc je m'étais mis dans sa peau pour expliquer à quel point ce qu'il avait fait, c'était dû à la haine de la femme, au mépris des femmes, à sa haine envers la gente féminine. Eh bien, ces féministes, qui étaient d'une inculture crasse et d'une bêtise insigne, avaient considéré que le jeu de Mohamed Atta, c'était moi. C'est-à-dire qu'elle m'avait confondu avec le terroriste du 11 septembre, indépendamment de toute complexité romanesque, etc. Un petit peu, si vous voulez, comme... vous avez lu ce livre sur le serial killer écrit en 1991 par... comme il s'appelait ce livre? Bon, en fait, j'ai un trou de mémoire. Bret Easton Ellis. Et qui racontait l'histoire d'un serial killer. Il raconte Patrick Bateman, s'appelait le serial killer, et donc il parlait à la première personne. C'est un peu comme si on le mettait en prison parce qu'il s'est identifié à un criminel. Incroyable. Alors donc, enfin, déjà, c'est cette association féministe. American Psycho. C'est comme quand on confond les acteurs. C'était American Psycho. Ouais. C'est comme quand on confond les acteurs, quand on croise l'acteur dans la rue et on le prend pour le personnage qu'il incarne à la télévision. Comme les gens ne savent plus lire, Pascal, comme les gens sont devenus vraiment totalement indignes de la littérature. Indignes de la littérature. Et vous avez vu aussi les librairies? Oui. Eh bien, ils ne lisent que des livres qui les flattent, qui leur font plaisir. Et je vais même vous dire une chose, parce que c'est aussi une forme de censure, mais plus sourde. On simplifie les livres. Dans la Bibliothèque Rose aujourd'hui, on enlève l'imparfait et le participe passé. On met tout au présent. Ça veut dire que la complexité elle-même de la langue est devenue en fait une insulte au lecteur. Est-ce que vous avez vu aussi qu'il y a certaines librairies qui interdisent les livres du groupe Bolloré? Oui, j'ai entendu ça. Là, c'est intéressant parce que non seulement ils interdisent des livres avec lesquels ils sont en désaccord idéologiquement, je vais prendre Bardella comme exemple emblématique, mais tous les livres distribués, c'est-à-dire par exemple... Il n'y a pas que Bardella. Non, mais par exemple, les livres distribués par le groupe Bolloré, ça veut dire que, par exemple, Fayard, ça veut dire que vous n'allez plus lire Ismaïl Kadare, vous n'allez plus lire Solzhenitsyn. Enfin, là, c'est... Ni le dictionnaire de l'Académie française. Ni les dictionnaires de l'Académie française. Donc, si vous voulez, c'est pousser la bêtise idéologique jusqu'à ses ultimes conséquences. Non, mais je ne sais pas si on prend la mesure. On est en train, en effet, de vivre ce qu'on pensait être une utopie négative, celle du 1984. Alors, Pascal, il pourrait y avoir une bonne nouvelle. Je sais que vous êtes impatiente de lancer vos vidéos, mais je voudrais rajouter une chose. Non, mais
Je ne fais pas que lancer des vidéos. Non, parce que c'est un sujet important. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'on pourrait se dire, pas grave, la littérature, on a vu d'autres, le livre a toujours été clandestin, et c'est ça qui est extraordinaire, mais le problème, c'est que les éditeurs sont devenus extrêmement frileux eux-mêmes, et dans mon prochain livre qui sort en janvier, par exemple, j'avais eu besoin du mot nègre 2 fois, parce que c'est une histoire du XXe siècle. Pourtant, c'était justifié, le mot nègre était justifié, parce que ça s'inscrivait dans une époque donnée. Eh bien, ça n'a pas raté. L'éditeur a demandé aux 2 occurrences de remplacer nègre par noir. Or, honnêtement, ça tombait mal, parce que j'avais besoin de ce mot. Donc c'est le début de quelque chose qui sent extrêmement mauvais. Alors, Marc Lévy, je voudrais juste qu'on écoute ce que dit Marc Lévy, puisqu'il a écrit un livre sur ce thème-là. Et c'est pour cette raison, effectivement, que ça a fait l'actualité, que ça a permis de mettre en relief et en lumière ce qui se passait outre-Atlantique. Face à la censure des livres, il s'est posé une question. Pourquoi est-ce que des hommes ont plus peur des livres que des arts? De me rappeler à moi le premier à quel point lire est un droit extraordinaire. L'explication est très simple. Oui. Pourquoi ils ont plus peur des livres que des armes à feu? Parce que les armes à feu viennent au bout du processus. Les livres, c'est le début du processus. Tous les régimes totalitaires, du nazisme au maoïsme en passant par le stalinisme, ont voulu, pour commencer, contrôler le langage. Et brûler les livres. Bien sûr, et brûler les livres. Donc la violence physique arrive après. Mais d'abord, on appauvrit le langage. Il y a eu des grands livres écrits sur ce sujet. On prend le contrôle. Une fois que vous avez pris le contrôle du langage, vous avez pris le contrôle des idées et donc de l'intérieur, de ce que vous pensez, les mots que vous utilisez. Après, si ça ne marche pas... Ce sont des autodafés. C'est-à-dire qu'entre brûler en 1933, faire un brasier avec les livres de Thomas Mann ou de Brecht et enlever des livres de... Par exemple, George Orwell d'une bibliothèque ou de John Steinbeck, je ne vois pas la différence entre les interdire et les enlever et le fait de les brûler. C'est strictement la même chose. Oui, ça me paraît incroyable. Parce que ce sont des autodafés. Et Eric a raison, qui dit autodafé dit régime totalitaire. Quiconque transforme un livre, si depuis quelques années, on prend la route vers le totalitarisme le plus insidieux, le plus soft, mais réel malgré tout. Alors, je voudrais qu'on regarde cette vidéo également. Si vous me permettez, pourquoi vous riez? C'est la vidéo. C'est vos vidéos mais sur lesquelles vous avez insisté. Yann, oui, non, mais je sais, mais vous êtes un peu rancunière. Sur des sujets comme ça, on s'en fiche un peu de vos vidéos, on préfère discuter avec Eric. Non, mais c'est vrai. Mais je vous dis la vérité. Mais il n'y a pas que vous, que votre avis qui compte. Je trouve que c'est intéressant aussi c'est bien pour ça que vous les passez quand même. Et d'écouter un peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Ça vous permet de rebondir et d'apporter du contenu au débat. Nous, on s'en fiche de nos personnes. On essaye d'apporter au débat des clarifications, mais indépendamment de nous. Moi, j'ai pas d'ego là dans cette émission. J'essaye de parler de sujets qui m'intéressent, mais je me ramène pas moi au premier plan. Celui-là nous intéresse au plus haut point. Voilà. C'est très important parce que vous vous rendez pas compte à quel point ce sujet est vital. C'est moi qui ai pensé à ce sujet pour vous. Je trouve que c'est intéressant. Bravo, Pascal. Non, mais c'est intéressant et également de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Bravo, Pascal. Il est trop loin. Oui. Il allait m'énerver, je m'énerve jamais. Hein. Oui. Bravo, Pascal. Heureusement que vous êtes là, Pascal. Non, mais écoutez, Vive regardez Pascal. ce que dit Carlotta. Je voudrais juste écouter la censure des livres aux États-Unis qui fait réagir sur les réseaux sociaux. C'est intéressant que ça fasse réagir sur les réseaux sociaux. Pas que nous, sur des plateaux, pas que vous. Donc c'est le métier, d'écrire. Avec tout le talent que vous avez. Si. Bravo, Pascal. Bravo, Yann. Allez, écoutez ce que dit Carlotta. La censure brûle autant la liberté que les mots. Quand la connaissance disparaît, c'est aussi notre voix, notre pensée, notre liberté qui disparaît en fait. Dans 1984 de George Orwell, on nous montre un monde où tout est falsifié, où chaque mot est contrôlé. En fait, on y est presque. Tout ça pourquoi? Pour empêcher les jeunes d'avoir un modèle contre la rébellion, un modèle d'espoir, un héros qui va se battre contre la tyrannie, contre le gouvernement. Mais c'est une folie, les gars. Je dis nous, mais je suis 100% française. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas? Tous les livres dystopiques qu'on a lus, qu'on a étudiés, mais en fait, les États-Unis, ils sont en train de devenir comme ça, en fait. Voilà, il y a aussi des jeunes. Parfait. C'est génial. On va commencer par l'attrape-cœur, parce qu'il y a un langage un peu jeune, etc. Donc, écoutez, même des souris et des hommes, c'est quand même... Mais Eric, j'ai une question à te poser. D'après toi, pourquoi Anne Frank est interdit? D'après toi? Je crois qu'ils ont mentionné que c'était la violence. Trop violent, c'était trop violent. Violence. Donc en fait, des nazis qui viennent chercher une petite fille juive, c'est trop violent en fait. C'est-à-dire que ça a simplement eu lieu. Oui. En revanche, on peut voir sur des jeux vidéo à longueur de journée des cadavres se multiplier sous les coups de rafales numériques. Ça dérange personne. Non, je suis d'accord, c'est peut-être
Enfin, il y a peut-être des messages qui sont passés derrière. Effectivement, c'est glaçant. Mais c'est glaçant parce qu'on les a étudiés. Alors, il n'y a pas de C à Franck, là, journal d'Anne Frank. Mais je dis parce que comme on se bat un peu pour l'orthographe. Pour l'orthographe. Bon. Mais ne croyez pas que les gens avec Franck Dubosc. Que les gens qui les ont interdits ont lu ces livres. Hein. Oui. Ils ont pris l'avis d'extrémistes, de militants jusqu'aux boutistes, et ils ont pris cette décision sans lire les livres eux-mêmes. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est très important ce que dit Eric. Hein. On interdit un livre au vu de la réputation qu'il a. On interdit ce qu'on croit que le livre est, mais pas le livre, puisque s'ils l'avaient lu, évidemment, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils n'auraient jamais rien censuré, parce que le fait de lire empêche d'avoir un cerveau qui va dans le sens de la censure. Et voilà. Bon, et dans le journal d'Anne Frank, il y a la sexualité. Moi, j'avais noté la violence, mais on me dit qu'il y a aussi la sexualité qui est... Alors, le monde est plein de violence et de sexualité, mais le seul endroit où on va le chercher, c'est dans le journal d'une petite juive qui a été déportée. Non, mais c'est vraiment... Mais moi, je suis content d'être un résistant dans ce siècle au milieu de la bêtise ambiante, parce qu'en fait, là, on peut le dire, c'est la guerre, c'est vraiment la guerre. Une guerre idéologique, une guerre à mort. Et vraiment, là, maintenant, il faut avoir le courage de prendre les armes virtuelles, hein, les armes intellectuelles. Il ne faut pas se laisser intimider par cette bêtise qui va. Et la résistance est très simple. Lisez le journal d'Anne Frank, lisez l'attrape-cœur de Salinger, lisez 1984. Il y a un acte de résistance très simple. Ouais, voilà. Tout simplement. On va parler dans un instant de cette amende qui est proposée, 1 500 €. Vous oubliez votre bagage dans les transports en commun, notamment à la SNCF et dans les trains, c'est 1 500 € d'amende. Est-ce que cette proposition est scandaleuse? On va en discuter. Votre réponse, c'est dans un tout petit instant sur C8. À tout de suite. C'est bon ça. Merci d'être avec nous. Merci, c'est vendredi. On est très heureux de vous retrouver. Évidemment, à la veille du week-end, on espère que vous allez bien. Avec Eric, évidemment, historique, meilleur mois historique. Grâce à vous. Merci. Merci. Pardon? On n'a pas le panneau avec nos chiffres glorieux? Non. Mais ils sont là. C'est affiché. Ah bon? Ah ouais, Pascal, regardez. Eric. Ah. Voilà. Regardez. Vous êtes content? Moi, je suis ravi. Ah. Vous pensez toujours à Libération? J'avais adoré votre tweet, vous. Moi, je pense. Vous savez à qui je pense régulièrement? Dites-moi. Parce qu'il nous manque. Qui? Je voudrais encore lui rendre hommage. À Michel Blanc. Voilà. Ah oui. Il me manque, c'est tout. Voilà, c'était une parenthèse. J'aimerais de temps en temps prononcer son nom, je l'aimais tellement. Voilà. Moi, je voudrais à nouveau dédier ces scores à Libération, qui, avant le début de l'émission, avait dit que d'abord c'était merdique et que ça ne marcherait pas. Avant le début. Avant le début de l'émission. Donc ces gars-là sont des visionnaires. Voilà, exactement. Sont des mages. Exactement. Des Madame Irma. Vous voyez, il fait tellement rire. Pourquoi je dis ça, Eric? Parce qu'il avait publié un tweet sur les réseaux sociaux en disant en faisant cette déclaration, et ça m'avait beaucoup amusé. Bravo. Vive Libération. Vous savez. Continuez comme ça, les gars. Allez, de quoi va-t-on parler? Alors, dans un tout petit instant, on va parler d'un célèbre service de VTC qui va lancer une option qui garantit que votre chauffeur sera une conductrice. Voilà. Est-ce que vous comprenez la démarche? Eh bien, ça fait débat. On a beaucoup débattu avec Yann, avec Eric. On va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, jusqu'à 1 500 € d'amende pour un oubli de bagages dans les transports en commun. Est-ce que vous trouvez cette proposition scandaleuse? C'est à l'Assemblée nationale, hein, évidemment, que cette proposition a été faite. Regardez cette vidéo et on en parle juste après. Plusieurs niveaux. Un premier niveau de sanction concernera les abandons de bagages dits par imprudence. Au cas où vous oubliez, vous êtes de bonne foi, mais vous oubliez votre bagage par étourderie. Bon, là, c'est une amende de 750 € maximum. Si le bagage abandonné avait l'obligation d'être étiqueté, comme dans les trains à la SNCF, c'est obligatoire. Alors là, même si vous l'avez oublié par mégarde, mais vous ne l'aviez pas étiqueté, c'est 1 500 € d'amende. Enfin, troisième échelon, dont le montant de l'amende n'a pas encore été déterminé, mais il permettra de sévir plus durement lorsqu'il est avéré que l'abandon du bagage a été fait délibérément. Ah oui, bon, ça c'est encore une autre histoire. Alors, question, jusqu'à 1 500 € d'amende pour un oubli de bagages dans les transports en commun. Est-ce que vous trouvez cette proposition scandaleuse? Nous avons voté et... Alors, cher Eric, vous dites non? J'aurais pu dire oui. 1 500 €, c'est beaucoup quand même. C'est de la folie, c'est plus que le SMIC. Enfin, non, mais j'aurais pu dire oui, parce que rompu, car un bagage abandonné à la station Richelieu de Rouault. Votre irresponsabilité, vous emmerdez des centaines, et dans le cas du métro, des milliers de personnes pendant des heures. Moi, j'estime que si vous n'arrivez pas à responsabiliser les gens par la persuasion, par la pédagogie, eh bien, il faut taper au portefeuille. Je ne comprends pas. Non, mais 1 500 €, c'est quand même une somme considérable. Et la preuve, ça vous a marqué. Vous, par exemple, Pascal, vous n'êtes pas prête d'oublier mon votre bagage. Non, parce que bien sûr. Vous avez
Intérioriser ça. Oui, oui, non, bien sûr, mais ça peut arriver, c'est cher payé. Je suis d'accord avec Eric, mais il faut se rassurer, ça ne sera jamais appliqué. Exemple, on nous dit qu'il est obligatoire d'étiqueter les bagages dans un train. Est-ce que vous avez déjà vu un être humain sur le sol français étiqueter un bagage dans un train? Non, mais jamais de ma vie. Non, mais dans l'avion, oui, parce que les gens ont peur de l'avion. Dans le train, non, parce que les gens n'ont pas peur du train. Donc, en fait, dès qu'il y a la peur, vous avez remarqué que chez l'être humain, dès qu'il y a peur de quoi que ce soit, il y a respect des règles. Quand il n'y a pas peur, parce que personne n'a peur de rentrer dans un train, eh bien, on ne respecte pas les règles. C'est lié à ça, à mon avis. Donc, rassurez-vous, moi, je suis d'accord à 1000%. Mais que les gens qui sont terrorisés, qui sont comme moi, TDAH, troubles de l'attention, etc., se rassurent, ça ne sera jamais mis en branle, comme 90% des amendes prévues par la loi française, car nous sommes un des pays qui légifère le plus et de manière la plus contraignante, mais rassurons-nous, le laxisme ambiant fait que jamais les règles ne sont appliquées. Donc nous sommes très sévères, mais virtuellement. Virtuellement. Regardez, écoutez ce témoignage. Alors c'est assez amusant d'un contrôleur SNCF qui s'est exprimé dans Estelle Midi sur RMC. Il a raconté d'abord effectivement la chose suivante, que les bagages oubliés, c'était extrêmement régulier. Et il a livré une petite anecdote assez amusante. La vérité, ça vous arrive souvent d'avoir des bagages oubliés? Alors c'est quasiment tous les jours, chaque voyage. Et voilà. Chaque aller-retour. J'ai une anecdote à Paris-Montparnasse. Un jour, il y a eu 17 bagages oubliés. Vous avez beau faire 200 annonces à chaque arrêt, vous annoncez qu'il ne faut pas oublier vos bagages, qu'il faut les prendre parce que il faudra les démineurs, ça prendra un temps énorme. Alors vous mettez un retard d'1h30, mais tous les autres trains, pareil. Ils sont tous en retard. Bien sûr. Et vous remboursez les gens. Voilà, il faut On précisera pour le monsieur qu'on dit une anecdote, si jamais dans un bagage oublié un bécherel, on lui conseille de garder le volume. Mais Yann est très en forme aujourd'hui. Yann est très en forme. Il a dit quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'en effet, il y a des annonces. En français, anglais, japonais, swahili. Mais si vous avez oublié votre bagage, vous oubliez que vous l'aviez pris, non? 17, c'est beaucoup. Hein. C'est quand même beaucoup. Vous entendez ça? Il n'y a pas un truc qui percute? Voilà. Alors, ensuite, c'est vrai qu'il y a des gens qui oublient leurs enfants sur les aires d'autoroute. Non, mais c'est vrai, c'est arrivé. C'est arrivé. Les gens repartent au bout de 20 km. Tiens, il manque pas très fatigué. J'ai pas oublié un bagage. Non, c'est pas le bagage, c'est mon gosse. Donc en effet, tout est possible. Que ça arrive. Oui, ça arrive, bien sûr. Des grands-mères aussi sont arrivées. Non, mais il y a eu des histoires. Mais les grands-mères, on les embrasse, les grands-mères. Non, mais elles sont formidables. il y a eu des histoires de grand-mères oubliées. Enfin, une fois, j'avais entendu une grand-mère oubliée, carrément? Oui, sur une aire d'autoroute. Ah oui, bien la grand-mère. Mais bien sûr. Ouais, je pense que les gens sont très fatigués. Non, mais il y a même des émissions qui ont abandonné Guénolé, par exemple. Ah oui, c'est ça. Qui est resté comme ça seul. Voilà. C'est très triste, mais alors sachez que quand le plan Vigipirate est activé après les annonces dans la gare, que se passe-t-il? Le SNCF met un périmètre de sécurité qui peut être élargi à la demande des services de déminage. En moyenne, la durée de traitement d'un bagage oublié est de 19 minutes. Il y a 360 objets oubliés chaque semaine dans les gares et dans les trains. 360. 12 millions de voyageurs qui ont été impactés en 2022, dont Éric Nolot, vous l'avez compris. Plusieurs fois. Ouais, voilà, et 35 500 trains impactés, retardés ou supprimés en 2022 à cause des bagages oubliés. Mais c'est à cause de ces oublis aussi que les risques d'attentats augmentent, parce que à force de constater que ce sont des valises lambda, les gendarmes et les policiers qui sont en charge de ce genre d'affaires vont intérioriser le fait que dans l'immense majorité des cas, ce sont du linge sale et des livres, mais non, des vêtements qui sont dans les valises. Jusqu'au jour où ce sera évidemment une valise dangereuse. Mais là, le simple fait de ne jamais tomber sur des choses réellement dangereuses désacralise la fouille. Et donc on s'habitue au fait qu'une fois de plus, c'est un oubli lambda. Vous avez vu les statistiques de la violence? Vous ne croyez pas que les forces de l'autre ont autre chose à faire? Qu'elle traiter les bagages oubliés. Non, mais vous avez raison. Je trouvais la somme assez impressionnante. Alors, la situation des bagages abandonnés a causé 4300 heures de retard, cher Eric. 4300 heures de retard pour traiter les bagages oubliés. Ça correspond à une hausse de plus de 70% entre 2022 et 2023. Donc, il faut faire attention à ces bagages. Peut-être que c'est pour cette raison qu'on en arrive effectivement à cette somme substantielle. 1 500 €, c'est plus d'un... Il ne sera jamais appliqué, je vous le rappelle. Ouais. Jamais. C'est vrai. Il n'y aura jamais personne, on va dire jusqu'en 2129, n'aura été obligé de payer 1 500 € pour un bagage oublié. Je vous en donne ma chemise. Jamais, personne, ça n'arrivera jamais. C'est déjà énorme. Ça n'arrivera jamais non plus. Ah bon, jamais? Mais non, mais jamais, les gens ne seront pas solvables. Non, mais ça n'existera pas. Ah oui, mais jamais, Pascal. Oui. Ça, ces gens, on sent, quand on a un peu roué et habitué à ce genre d'histoire, on sent, si vous voulez, quelles sont les amendes qui seront appliquées et celles qui sont simplement virtuelles. Elles seront peut-être appliquées un jour à un gentil petit bonhomme tout à fait inoffensif qui sera évidemment pris la main dans le sac.
Mais dans l'immense majorité des cas, vous verrez que les mastards qui auront oublié leur valise, on leur rendra gentiment en leur demandant un autographe. Ah oui, c'est ça. Vous savez que la SNCF a maintenu son préavis de grève, sinon, à partir du 11 décembre. Voilà. Est-ce que... Donc, 1500 € d'amende, mais... Je vous l'ai déjà dit, Noël, c'est la naissance du Christ et les grèves SNCF. Voilà, ça va de pair. Choses. D'ailleurs, je me demande si les grèves SNCF ne sont pas désormais inscrites dans les évangiles. Faut vérifier. Faut vérifier. En tout cas, les dates correspondent. Bon, les dates correspondent, oui, c'est ça. Il faut voir la tronche des rois mages. Oui, oui, c'est ça. Qui sont-ils? L'année dernière sur CNews, il était justement question de cette grève à la SNCF. Et pour un des journalistes, Johan Usaï, les cheminots sont des privilégiés. Regardez pourquoi. Pierre Farandou, il y a peu de temps, qui avait justement communiqué sur les augmentations. On a proposé 2,2 d'augmentation en moyenne de la rémunération des cheminots en 2025, soit 0,7 de plus que l'inflation. C'est la 4e année consécutive qu'on fait mieux que l'inflation. Ils le font parce qu'ils le peuvent. Et la morale, ça passe après. Pardon, je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais les cheminots sont des privilégiés. Disons les choses telles qu'elles sont. Les cheminots dans ce pays sont des privilégiés. Voilà, on a affaire à une grève de privilégiés. Ah, alors... Juste, question, en un mot, est-ce que les cheminots sont des privilégiés? Pas exagéré non plus, c'est pas des privilégiés, on peut pas dire ça. C'est pas les cheminots des privilégiés, enfin, je veux dire, les mots ont un sens. Ils sont des gens qui font très souvent grève, mais de là à dire que ce sont des privilégiés, non, je dirais pas ça. Bon, et vous, Yann est un joueur d'échecs. Et ça correspond à l'ouverture de la partie avec des coups automatiques. Oui. Voilà, ils vont faire grève. Et 12 premiers coups. Vous êtes des privilégiés. L'autre va dire non parce que voilà. Donc la partie commence après. Voilà. Mais on pourrait se passer de cette partie en réalité en discutant avant. Mais là, on a un peu l'impression d'avoir vu cette partie d'échecs très souvent. Ouais, un peu trop souvent, c'est ça. Allez, que pensez-vous? Oui, chaque année. Que pensez-vous de ce célèbre service de VTC qui lance une option qui garantit que votre chauffeur sera une conductrice? Alors, ça fait beaucoup réagir. Mais la question est de savoir si vous, messieurs, peut-être vous comprenez cette démarche. On va en parler juste après avoir regardé cet extrait. À partir de ce 28 novembre, les femmes pourront choisir d'être conduites exclusivement par une autre femme sur Uber grâce à une option baptisée Uber by Woman. Uber by Woman, en fait, ça va être une affaire de choix. Donc les femmes qui souhaiteront continuer à utiliser nos produits classiques en tant que passagères pourront bien évidemment le faire. Et quant aux femmes conductrices, elles auront la possibilité de ne pas ouvrir ce produit dans leur application et de ne pas le choisir s'il ne leur convient pas. Selon Uber France, environ 1500 conductrices pourront prendre en charge des clientes nuit et jour, un nombre limité par rapport aux chauffeurs masculins qui devraient logiquement conduire à une attente plus longue. L'entreprise estime le temps d'attente moyen à 15 minutes pour Uber by Woman contre 4 minutes en moyenne pour UberX. Voilà, alors, ce célèbre service de VTC qui lance une option qui garantit que votre chauffeur sera une conductrice. Est-ce que vous comprenez la démarche? Nous avons voté, nous nous sommes concertés et... Non, alors Eric, si vous vous penchez, on ne vous voit plus. Ah, vous regardez ma jambe, je ne bouge pas. Je ne bouge pas, regardez, je suis droite. Vous avez répondu? Oui. Ah, vous vous en doutiez, c'est ça? Et pourquoi vous répondez non, cher Eric? Yann, vous répondez oui. Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Oui, bien sûr. Pour des tas de raisons. C'est pas pour les raisons que vous pensez. Eric. D'abord, si j'étais un pervers sexuel, je me réjouirais de cette nouvelle. Puisque je suis sûr de tomber sur une femme. Non, parce que c'est une femme qui conduit. Vous ne pouvez pas vous faire passer pour une femme sur Internet, vous croyez? Non? Vous pensez que sur Internet, c'est très difficile? Oui, d'accord, ok, mais bon, d'accord, dans ces cas-là... Première objection. Ouais, première objection. Vous êtes sûr de tomber sur une femme? Moi, je trouve ça, bon, ça déjà, bon. Deuxièmement, ça s'inscrit quand même dans une époque où on veut vraiment que ça soit la guerre entre les hommes et les femmes, quoi. C'est-à-dire qu'il faut la séparation des sexes. Troisièmement, ce service de... On n'a pas le droit de citer la marque, je crois. Ce service de transport, VTC, ne peut donc pas garantir la sécurité des passagères, des clientes, si c'est un homme. Ouais, je trouve ça un peu bizarre. C'était ça mon argument. Bon, parce que c'est un peu étrange. Non, fallait commencer, Yann. Ce sera mieux exprimé par Eric. Non, mais je trouve ça un peu bizarre. Ça veut dire, écoutez, si on vous envoie un homme, on ne peut pas garantir que ça va bien se passer. C'est quand même très étrange. Moi, je trouve que pour l'image de cette société de VTC, voilà. Donc, ça fait au moins 3 arguments pour être contre cette initiative. Bon, Yann. Il a tout dit. C'est comme les salles de shoot qu'on autorise parce que l'État est incapable d'endiguer le problème de la drogue en France. C'est la même chose que lorsque dans le métro, on dit surveillez vos affaires personnelles parce qu'on ne vous garantit pas qu'on puisse se battre contre les pickpockets. Là, on embauche absolument n'importe qui. Notre politique de recrutement est tellement... troué est tellement inopératoire qu'on ne peut rien garantir. Donc en fait, devant le fait accompli de la nullité de cette société,
on préfère aller prendre des femmes pour les femmes. Alors évidemment, c'est bien parce que forcément, moi je me mets à la place des femmes qui ont été embêtées, agressées, harcelées, suivies, insultées, outragées par des chauffeurs de cette société. Je suis bien placé pour savoir que ça existe. J'ai des amis à qui c'est arrivé plusieurs fois. Sur une dizaine d'années, à peu près, les statistiques, j'ai entendu des choses comme ça 1 à 2 fois par an. C'est énorme. Donc, bien sûr que c'est bien, c'est colossal. Mais d'amis différentes, pas la même. Mais le problème, Pascal, c'est que la conséquence de ça, c'est ce qu'a dit Eric, encore un cloisonnement homme-femme. Oui. Et donc, comme on n'arrive pas à en faire en sorte que les hommes se comportent de manière correcte avec les femmes, et ben du coup, on va à la case la plus clivante possible, celle du non-mélange des deux sexes. Et c'est une catastrophe. Alors, moi, je suis une femme. Est-ce que je vais vous dire comment je perçois les choses. Moi, j'ai pas eu de problème avec de chauffeurs VTC. Généralement, ça se passe toujours bien. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, quand vous rentrez tard le soir, le fait de rentrer dans un véhicule où c'est une femme, c'est pas que vous vous sentez en danger avec un homme. C'est que vous vous sentez avec une femme plus à l'aise, plus en sécurité. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais... On entend parler de tellement de choses, de tellement d'horreurs, qu'il y a toujours une petite musique dans la tête. Ça ne veut pas dire que ça arrive, mais elle est là, la musique. Et donc... du coup, vous avez une femme en face de vous, vous vous sentez bien. Et même moi, je vois la démarche, alors que je vous dis encore une fois, il y a plein de chauffeurs qui sont adorables. Quand je monte et que c'est une femme, bah, je suis plus décontractée. Oui, et je pense que je ne suis pas la seule. Hein. Cette société considère donc que son travail d'emmener un corps humain d'un point A à un point B, point, rien d'autre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du transport pur et simple. Vous seriez un sac à patates, il transporte. Mais vous êtes un être humain de sexe féminin ou masculin, et là, c'est bizarre, ça devient problématique. Bah oui, c'est-à-dire que dès que ce n'est plus du transport de marchandises, ça devient problématique. C'est un grave problème avec cette société. Et moi, je trouve même, je vais aller plus loin, je trouve que les conductrices de VTC, je les trouve courageuses. Mais ça veut dire qu'on recrute n'importe qui. Non, mais les conductrices... Oui, mais non, mais je veux dire pour les hommes... Qui sont au volant de leur voiture et qui vont chercher le kidam, un monsieur, elles ne savent pas qui monte dans le véhicule, je les trouve courageuses. Je leur dis à chaque fois, moi, les conductrices de VTC, elles ne sont pas nombreuses, bravo. Voilà. Non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Elles ne sont pas nombreuses, donc l'attente va être longue. Mais il y a une autre chose. C'est que les hommes ne sont pas seulement plus violents d'un point de vue de l'agression sexuelle. Les hommes sont plus violents de l'agression tout court. Pourquoi je ne pourrais pas réclamer une femme en tant qu'homme en me disant je me sens plus en sécurité avec une femme? Oui, parce que moi je vais vous dire une chose, je préfère les conducteurs femmes aussi, à choisir. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'elles sont... Oui, il y a chez ces femmes-là beaucoup de courage, donc on sent une vraie fermeté. C'est des femmes en général de caractère. Exactement. Non, ça, c'est vrai. Et en plus... elles sont moins bavardes que certains chauffeurs à qui on est obligé de faire la causette sur des choses inintéressantes. Pas toujours. Oui, bien en fait, moi, je me sens toujours mieux quand ce sont des femmes au volant. Donc, ce que je trouve regrettable dans cette histoire, c'est que ce soit encore des femmes pour des femmes. On pourrait très bien considérer qu'il y a un certain nombre d'hommes qui préféraient avoir des conductrices. Moi, je n'ai jamais eu d'embrouille dans un VTC, un taxi ou dans la rue avec une femme. Oui, non, mais c'est vrai. Donc, c'est pas seulement femme-femme, c'est aussi le rapport. Les femmes sont plus douces dans la société. Elles sont peut-être plus courageuses et plus fermes, mais dans les rapports humains, en général, les femmes sont plus douces. Regardez, il y a plusieurs femmes qui ont été interrogées dans la rue. Que pensent-elles de ce service ? Je pense que c'est une très très bonne chose en fait que les femmes puissent choisir en fait soit prendre un homme ou soit d'être plus en sécurité avec une femme. Je trouve que c'est une bonne chose et en règle générale en fait j'évite au maximum de me servir des VTC ou taxi. Pour cette conductrice Uber, l'ajout de cette option est également rassurant. C'est une très très bonne idée parce que par exemple si j'ai ma fille qui sort, au lieu d'aller chercher ma fille la nuit, je pourrais réserver un Uber for Woman. Il y a peu de risques avec une femme qu'avec un homme quand même. Ce qui m'inquiète quand même un peu, parce que je trouve que c'est quand même une bonne mesure, parce que les femmes sont en insécurité dans la société, donc je dis oui. Il n'empêche que j'ai peur que ce genre de dérive aille trop loin. J'ai évidemment, comme beaucoup des amis juifs, qui changent leur nom parce qu'ils ont peur que les chauffeurs de cette société... Et d'autres, il n'y a pas que cette société. Oui, enfin, comme je ne sais pas de quelle société il s'agit, de cette société ou d'autres. Ils ont peur que les chauffeurs de cette société, lorsqu'ils ne sont pas de la même obédience religieuse, puissent les repérer. Et ça, c'est problématique. Et je ne voudrais pas, même si je ne mélange pas le féminisme, le racisme, etc., qu'il y ait des chauffeurs de VTC noirs pour les noirs, des asiatiques pour les asiatiques, ce qui arrive déjà. Oui, il faut savoir que les asiatiques, quand ils arrivent à Paris,
exige des chauffeurs de VTC asiatiques. Et ça s'est mis en branle de manière insidieuse, mais c'est le cas. Vous verrez rarement des chauffeurs des touristes asiatiques avec des chauffeurs de VTC non asiatiques. Donc il y a quelque chose qui... Ah non, mais ça, je suis bien placé pour le savoir aussi. Et donc, j'ai pas envie que des juifs et des chauffeurs de VTC juifs, des noirs noirs, et des musulmans musulmans, etc., etc. Là, ça serait terrible pour la société, mais ça se dessine doucement. Regardez ce qui se passe à Londres, des lignes de bus réservées aux juifs. Voilà. Ouais, c'est terrible. Qui sont spécialement protégés. Non, là, on va vers une société d'apartheid, d'archipélisation. Bon, alors, on va vous souhaiter quand même un très bon week-end. On a été très heureux d'être avec vous. Tout de suite, c'est Cyril Hanouna. À lundi.